Ici, nous comprenons qu'en fait, nous ne représentons à l'origine ni une religion, ni une nation, mais une idée. Et que cette idée traverse l'histoire, parfois sous forme de religion en temps d'exil, parfois sous forme de nation en temps de libération, eh bien alors ça prend toute une autre forme. Nous venons au nom de quelque chose d'éternel et nous allons vers l'éternel. Shalom. Quand nous parlons du peuple d'Israël, de quoi est-ce que nous parlons? Alors vous allez dire, bon, c'est encore du trivial, on va encore reparler de l'identité juive. Non, nous allons parler ici d'Israël en tant qu'entité métaphysique. C'est-à-dire, quand nous parlons du peuple d'Israël, est-ce que ça commence par l'histoire ou est-ce que ça commence par le ciel? Et le Rav Kook, fidèle donc à la pensée kabbalistique, considère l'être d'Israël comme étant quelque chose de primordial, quelque chose, comme dit le Midrash, qui a son origine avant la création du monde. Il y a un très beau Midrash, pas très connu, mais très beau quand même, qui dit il y a une bête au milieu du ciel. Chaya achat omedet bemtsa rakia. Il y a une bête. En fait, le mot bête en français, c'est pas très bête, c'est au contraire, c'est vivant. Le mot chaya représente une vitalité. Il y a une sorte de vitalité dans le monde. Et cette vitalité est au milieu du ciel, c'est-à-dire au centre du cosmos, il y a une sorte de point vital. C'est quoi ce point vital? Eh bien, le Midrash nous dit, cette bête s'appelle Israël. Vechakuk al mitzra Israël, et sur son front est inscrit le mot Israël. Au moment où cette bête dit Barichut Hashem Amevorach, bénissez l'Éternel qui est béni, alors toutes les troupes du monde entier, de tout le ciel, tous les anges répètent Baruch Hashem Amevorach Leolam Vaed, que soit béni Dieu éternellement et à tout jamais. Alors c'est quoi cette bête? Cette bête, c'est une sorte d'être métaphysique. Et le Rav Kook se sert de cette image pour dire que le peuple juif, le peuple qui est dans l'histoire, est en fait une bête céleste qui chemine sur la terre et qui s'habille à la manière d'un peuple. C'est-à-dire que Israël à l'origine est une idée dans le sens platonicien du terme si vous voulez, ou hegelien. C'est l'idée d'Israël après se concrétise dans l'histoire à travers l'histoire du peuple d'Israël, mais c'est au départ une direction de l'histoire, une direction de la création même. Et ça explique pourquoi, par exemple, nous avons des phrases absolument incroyables dans le Rav Kook qui est Knesset Israël itamtzit ha'avaya kula. La communauté d'Israël est le concentré de tous les êtres. Alors de quoi parle-t-il? Il ne parle pas du peuple juif historique, parce que le peuple juif est un peuple parmi les peuples, mais il parle de l'idée d'Israël qui concentre en elle toutes les idées. Et cet être d'Israël se réalise dans ce qu'il appelle la Metsiout, dans l'existence par l'histoire d'Israël. Alors pourquoi ça nous intéresse tout ça? Ce n'est pas simplement parce que nous faisons des considérations métaphysiques, mais c'est pour comprendre le rôle du peuple juif. Le peuple juif a l'habitude de se présenter comme une religion parmi les religions ou comme un peuple parmi les peuples. Et dans ce cas-là, nous devons défendre nos droits à la spécificité religieuse, nos droits à la spécificité nationale, et tant d'autres choses qui ont l'air un peu désuètes. Mais si nous comprenons qu'en fait, nous ne représentons à l'origine ni une religion, ni une nation, mais une idée, et que cette idée traverse l'histoire, parfois sous forme de religion en temps d'exil, parfois sous forme de nation en temps de libération, eh bien alors ça prend toute une autre forme. Nous venons au nom de quelque chose d'éternel et nous allons vers l'éternel. Il y a une très belle expression dans le traité de Havot, Da me'ain bata ou le'anata oler. Tu dois savoir d'où tu viens et tu dois savoir vers où tu vas. Mais si on traduit littéralement l'hébreu, ça veut dire tu dois savoir que tu viens de l'infini et que tu vas à l'infini. Me'ain bata, tu viens de l'infini. Et nous sommes donc, si vous voulez, les représentants de l'infini dans notre monde fini, ou si vous voulez en termes plus simples, nous sommes les représentants de la transcendance dans un monde immanent. C'est la raison pour laquelle les nations considèrent Israël comme étant le canal de la révélation. Il y avait un Français du nom de Blaise Pascal qui a dit que l'existence du peuple juif m'interroge, parce que si jamais Dieu s'est adressé aux hommes, c'est à eux qu'il faut s'adresser pour en recueillir la tradition. Et bien donc, nous sommes, si vous voulez, des représentants d'une idée qui veut faire son chemin à travers l'histoire. On pourrait dire les représentants des intérêts
du Créateur dans l'histoire. C'est ce terme qui est employé par Rabbi Yehuda Halevi, Ha'inyan ha'Elohi, l'intérêt divin dans la création. Et là se pose la question fondamentale que je voudrais aujourd'hui étudier avec vous sur la base d'un enseignement du Rav Kook dans son livre Oroth à la page 155, au paragraphe 8, dans lequel il s'interroge sur ce qu'on appelle la forme d'Israël, Tsuratam shel Israël. Et la question est posée de la manière suivante. Est-ce qu'Israël est un peuple comme les autres, mais en plus de ça, il a quelque chose qui le particularise? Ou bien, est-ce que tout l'être d'Israël, y compris les aspects profanes de cet être, sont différents de tous les peuples? Il y avait à ce propos, lorsque le Rav Kook était jeune, il était très jeune, il avait 17 ans je crois, en Lituanie, il a eu un entretien avec un des grands maîtres de Lituanie, le Rav Mordechai Eliasberg, qui était sioniste, disait que l'aspiration sioniste à fonder un État en Palestine est tout à fait justifiée à la manière dont les Bulgares ont le droit d'exiger leur indépendance politique. C'était effectivement l'époque où la Bulgarie était en train de se former au nom du droit des peuples à l'autodétermination, grande idée du XIXe siècle. Et donc, si les Bulgares ont droit à un État, pourquoi est-ce que nous autres, les Juifs, nous n'aurions pas également, nous aussi, notre État, indépendamment du fait que nous sommes également un peuple choisi par Dieu pour recevoir la Torah et tout ce qui s'ensuit? Le Rav Kook, qui était très jeune, a répondu au Rav Eliasberg, mais pas du tout, Kvodara, vous vous trompez. Le peuple d'Israël, dans son être même le plus profane, n'a rien à voir avec le nationalisme des nations. Même l'idée nationale d'Israël, en fait, découle d'une réalité métaphysique. Réponse du Rav Eliasberg, ah, ce jeune Kook, on verra avec lui de grandes choses, avec lui en Eretz Israël. C'est-à-dire il a ressenti qu'il y avait ici une grandeur de pensée. Ce débat est repris par le Rav Kook dans son livre Oroth, beaucoup plus tard, lorsqu'il s'interroge effectivement pour savoir est-ce que, donc nous avons ici deux possibilités de dessiner, de se représenter ce qu'est Israël, soit nous sommes une nation comme toutes les autres, mais en plus de ça nous avons une kippa, ou bien est-ce que nous sommes une autre réalité? Et la réponse du Rav Kook est très intéressante parce qu'il dit que pour répondre à cette question, nous avons besoin de beaucoup d'éléments. Et les voici. Je lis ici dans le texte, les Berour Zé, pour répondre à cette question, Tzrichim liishtamesh bimkorot shonim. Nous avons besoin de plusieurs sources. Toranim, Sichlim, Historim, Razim, Ofaim, Shirim. C'est nous avons besoin de sources dans la Torah, dans la pensée intellectuelle, dans l'histoire, dans les secrets de la Torah, dans les révélations, dans la poésie, Velifamim gamken politim vekonomim, et parfois même nous avons besoin de sources en politique et en économie. Cette question n'est pas une question si simple. Est-ce que nous sommes un peuple comme tous les peuples, et donc avec le droit à être un peuple comme les autres, donc un État, un territoire et tout le reste, ou bien est-ce que nous représentons quelque chose de tout à fait différent? Et la réponse que donne le Rav Kook est très intéressante parce que finalement c'est une réponse qui est ambivalente. Le Rav Kook dit que dans l'idéal, effectivement, le fondement du peuple juif aurait dû se faire à la manière de tous les goïms, mais que l'histoire nous a obligés à être différents des goïms. Et il se réfère effectivement à l'esclavage d'Égypte. On peut se demander, dans le projet de la Torah d'Israël, nous voyons que les Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ont commencé à fonder une famille et ont commencé, avec leurs troupeaux, avec leurs champs, à coloniser la terre de Canaan avant l'exil d'Égypte. Donc si tout avait marché comme ça devrait être, eh bien, notre ancêtre Yaakov aurait fini ses jours en Eretz Israël en commençant à s'implanter sur la terre de Canaan. C'est ce que dit le texte de la Torah, Vayeshev Yaakov be'eretz Canaan. Yaakov s'installa dans le pays de Canaan. Et Rashi dit, Yaakov, notre père, voulait s'installer dans la tranquillité. Et c'est alors qu'est intervenue l'histoire de Yosef, qui a entraîné l'exil d'Égypte. Donc on peut se dire qu'on aurait pu s'en passer. On aurait peut-être pu être formé de manière harmonieuse, de vivre en paix avec l'histoire. Et alors nous aurions fondé une nation. Mais le Rav Kook nous dit, il faut savoir que l'état de moralité des nations à cette époque était tel que si nous avions voulu les imiter, eh bien nous serions entrés en décadence à leur manière. C'est-à-dire nous serions devenus des Cananéens, et nous serions devenus des Cananéens de la pire espèce. Et si nous avions été à apprendre chez nos voisins, les Égyptiens, nous serions devenus des Égyptiens de la pire espèce.
Et donc il a été nécessaire de refonder totalement, de fondre à nouveau l'être d'Israël dans un creuset. Le creuset, c'est la Torah qui le dit, c'est l'Égypte. Mais l'esclavage d'Égypte, court à Barzel, le creuset où on fait le métal, le fer, c'est ça qui a fondé Israël dans ce qu'on appelle une entité qui est entièrement basée sur le Kodesh, sur l'être de sainteté, aussi bien dans sa dimension profane que dans sa dimension sacrée. Et donc on peut dire que dans l'histoire, nous avons avancé d'une telle manière que nous nous sommes séparés des nations. Mais il faut bien comprendre quelle est l'intention du Rav Kook dans cette idée-là. C'est que si finalement ça a été un accident de l'histoire, les accidents peuvent être réparés. Il y a une tendance dans l'histoire à réconcilier Israël avec les nations. C'est ce qu'on appelle le Bisum Ha'olam, l'embaumement du monde. C'est-à-dire que la civilisation humaine, en parallèle avec l'évolution d'Israël, peut amener à un état de rencontre. Et cet état de rencontre, pour le Rav Kook, c'est effectivement le sionisme politique, à la manière d'Herzl. Quand Herzl fonde le sionisme politique, eh bien, il se comporte à la manière de Yosef. Yosef qui a adopté la culture politique des nations pour s'occuper de sa famille. Eh bien, on peut dire qu'il y a dans l'histoire quelque chose qui, finalement, fait que Israël, qui est un être de totale sainteté, à un moment de l'histoire, doit rencontrer le profane tel qu'il est enseigné par les nations, et de cette synthèse pourra se créer un modèle qui sera, disons, un modèle d'imitation, d'exportation pour les nations, et qui pourra emmener une rédemption de l'histoire tout entière. Donc à nouveau, nous trouvons chez le Rav Kook cette idée d'une pensée dialectique qui ne dit qu'il ne faut pas choisir entre A et B, mais que c'est parfois A, parfois B, et que finalement ça devient la synthèse A-B, à la manière de la pensée dialectique, telle que nous y sommes invités par la pensée du Rav Kook. Shalom.